Bonjour Laurence Bouvet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au Festival de Voix Vive à 7, 27e édition 2024. Nous sommes dans une jury ruelle juste à côté du festival. Est-ce que tu peux nous parler de toi-même un petit peu? Alors donc, je suis Laurence Bouvet, oui. Je suis donc de formation et d'exercice, je suis psychologue, clinicienne. Et puis la poésie est dans ma vie depuis bien longtemps. J'ai commencé à publier modestement dans une petite maison d'édition associative, Élise Poésie, qui était sous l'égide d'Emmanuel Berland à l'époque, ça fait un moment. J'ai publié une première petite plaquette, voilà, comme on dit. 2007, c'était Mélancolie assis, un petit recueil qui rassemblait il n'y avait pas de thème en particulier. Et alors, Mélancolie assis, pour ce recueil, j'avais eu un prix. Le prix Rimbaud, à l'époque, c'était le prix Rimbaud de la Société des poètes français. Et puis petit à petit, je suis sortie de ma grotte pour essayer de proposer ma poésie à des éditeurs. Et ça, j'ai parcouru un chemin qui, comme tous les poètes, un chemin de prospection, d'errance et chemin du combattant. Puis j'ai publié chez l'Harmattan au tout départ. Je ne connaissais pas trop le milieu. Donc la poésie, ça c'était le départ. Donc je parle du début, comment ça m'est venu. Comment ça m'est venu, c'est quand j'ai commencé mes études de psychologie. J'avais hésité entre la psychologie et la philosophie. J'aimais les lettres, j'aimais la lecture, l'écriture. Et la poésie m'est venue au moment où je faisais le choix de la psychologie, en laissant tomber mes premiers amours, qui étaient les lettres. Et donc j'exerce comme psychologue depuis bien longtemps maintenant, en libéral et en institution, dans un centre médico-psychopédagogique, CMPP, Claude Bernard. Et puis je participe, pour ce qui est d'ici et maintenant, je participe au festival avec les éditions Unicité depuis 5 ans. Et j'ai été invitée du festival l'année dernière, en 2023. Donc il y a la poésie, la psychologie, je m'intéresse de fait au rêve, au langage, à l'enfance, qui ont été des thèmes d'inspiration directe ou indirecte de mes poèmes. Le désir aussi, la mort, c'est-à-dire la finitude, non, la mort, parce que j'ai commis un recueil après la mort de ma mère, qui a été publié aux éditions Bruno Doucet, qui s'appelle Comme si dormir. Et là, alors que j'étais partie pour l'épure, enfin pour un style assez simple, épuré, dépouillé presque, et la mort de ma mère m'a fait l'effet d'un choc. Voilà. Mais ce n'est pas un recueil sur le deuil exactement. C'est un recueil presque qui a été fait sur le... J'ai mis 3 ans à l'écrire, mais sur le vif, c'est-à-dire ce que l'on ressent sur ce qui en passe par soi quand on perd quelqu'un de très très cher. Un jour, il y a une première mort qui nous bouleverse suffisamment pour avoir cet effet de traumatisme, et de chagrin et de douleur. Donc Comme si dormir, qui est dans un langage de l'enfance, un langage un peu heurté, mais qui ne concerne pas vraiment des souvenirs, mais plutôt des réminiscences. Donc tout ce qui passe par le sensoriel. Je voulais tout retenir de ma mère, alors qu'elle était morte, et avec l'énergie du désespoir.
Voilà, donc il y a eu ce recueil qui a compté beaucoup. Ensuite, j'avais envie de créer ma propre collection, enfin voilà, d'être plus actrice en poésie. Et j'ai créé une collection qui s'appelle Le Vrai Lieu, aux éditions Unicité. Voilà. Et Le Vrai Lieu, où il y a maintenant une vingtaine d'auteurs. Ce sont des écritures, une collection qui privilégie l'écriture aboutie et qui est de l'ordre de, plus que de l'intime, de l'intériorité. Donc actrice, hein, dans le sens où je rencontre des poètes que je publie, et ce sont des rencontres hein, à chaque fois. C'est une poésie que je rencontre. Et des poètes que je rencontre leur univers, leur chemin d'introspection et d'intériorité. Voilà, c'est ça qui compte beaucoup pour moi, c'est que je sente que le poète que je vais publier, que je lis, est sur un chemin d'une forme d'intériorité, comme un voyage aux confins de sentiments, d'expériences où il fait presque un chemin initiatique, il en revient. Donc voilà, ça en passe par soi, par une intériorité, il en revient pour nous donner les fruits de ce chemin et de cette intériorité. Voilà. Quand et comment tu as commencé à écrire la poésie? Alors c'est tout à fait paradoxal et ça c'est vraiment une anecdote, mais quand j'ai passé mon bac français en première, j'ai toujours aimé l'écriture et j'avais une certaine facilité qui m'a servi beaucoup pour mes études, mais je pouvais dire à l'époque que je n'aimais pas trop la poésie et je n'aimais pas l'hermétisme de la poésie. J'avais des propos voilà, un peu fous hein, d'adolescents qui pouvaient se targuer de ne pas aimer la poésie. Et je suis tombée sur un poème le jour de l'examen, donc le bac de français. Je suis tombée sur un poème de Baudelaire, à une passante. Et je dirais que je me suis, si je puis me permettre, un peu vulgairement, je me suis vautrée dans l'explication du texte, enfin l'explication littéraire du poème de Baudelaire, une catastrophe. Bon voilà, je t'ai dit, voilà, je suis fichue pour la cause et pour la poésie, et j'avais 17 ans. Et alors, curieusement, un an plus tard, je crois que ça m'est venu suite à un chagrin que j'avais senti chez ma sœur suite à une séparation qu'elle avait subie, etc. Et j'ai écrit mon premier poème, c'était à ma sœur. Et c'est parti comme ça. On va dire que ça m'est tombé dessus. Bon, ça ne m'a plus quitté. Voilà, c'est venu comme ça, à 18 ans. Voilà. Mais conscience poétique est venue quand? Ça veut dire que tu écrivais? La conscience. Alors la conscience, elle est venue, je crois, par... Ça, je ne l'ai jamais raconté, nulle part. Mais le premier émoi ou la première conscience du langage et du jeu, du langage, de l'arbitraire du langage, m'est venue, pareil, quand j'avais 17-18 ans. Je vois une publicité à la télévision pour une eau minérale, dont je cacherai le nom, pour ne pas faire de pub, et dont le slogan était, pour dire que l'eau était bonne pour soi, et en l'occurrence cette eau-là, l'équilibre, ça se voit. Oh, je me suis dit, puisque... mais ils auraient pu utiliser, puisque c'est de l'eau, que l'équilibre, ça se boit. Et ça a été ma première, mais vraiment, quoi, comme une première conscience qu'on pouvait jouer, déplacer, être libre, et pour faire passer quelque chose. Voilà, c'est pas grand-chose, hein, et puis c'est à partir d'une pub, donc c'est la première conscience, voilà. C'est pas un choc esthétique, hein, mais voilà. Ça se boit, n'est-ce pas? Pas oui. ça se voit.
Oui, parce que eux, Ouais. ils disaient, Oui, bien sûr. quand on boit de l'eau, on est bien dans son corps, on est bien Oui. dans sa peau. L'équilibre, ça se voit. Moi, puisque c'est de l'eau, bien, on aurait pu dire, l'équilibre, ça se boit. Voilà. Ah oui, c'est le tien qui est venu. Oui, c'est moi qui me suis dit, ils auraient pu utiliser ce mot à la place de l'autre, ça aurait eu un effet, et peut-être efficace pour le propos du publicitaire, quoi, pour moi. Voilà, enfin, bon, c'est pas de la grande littérature, ce que je vous raconte, mais c'est... Et comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Est-ce que Tu as une approche poétique? Une approche... D'abord, je pense que c'est une nécessité. Enfin, en gros, on ne choisit pas d'être poète. Hein. Moi, je pense que ça s'impose. Et puis, je le vois comme une sorte de grâce, enfin de sublimation du réel. Je suis plus, même quand il s'agit d'aborder un thème qui est de l'ordre du vécu, de la réalité, je dirais de l'autofiction, même quand cette source est celle-ci, pour moi, la poésie c'est d'abord une forme et un travail d'écriture sur l'écriture, forcément. C'est pas simplement superposer des phrases. Ce n'est pas pour moi la poésie, enfin vraiment, et ça c'est presque politique, mais enfin je sais pas. Ça ne peut pas être cathartique, simplement. C'est-à-dire traiter le traumatisme. Par exemple, quand j'ai écrit sur la mort de ma mère, c'était pas simplement essayer d'intégrer sa mort, essayer de... c'était en plus rendre par l'écriture, par la forme, quelque chose qui vient du corps, parce que je pense que l'écriture vient du corps aussi, le traumatisme on passe par le corps et par l'esprit, et c'était vraiment, avec vraiment aussi l'énergie du désespoir, que la forme soit au plus près, que quelque chose dans la forme et dans l'écriture rende compte de ce que l'on a à dire. Donc, le comment on le dit rend compte de ce qui est dit. Ça, c'est très important. Ouais. Et je ne suis pas du tout du côté de la traumatophilie, c'est-à-dire être forcément proche du traumatisme, essayer de le traiter par l'écriture. Ce n'est pas une thérapie au sens pour le poète. Ouais, pour le poète. Et tu peux on prend un exemple, si tu as répondu à la deuxième partie de ma question. Oui. La première partie de la question, c'est comment tu écris, créer, construire. Prendre n'importe quel poème. Comment tu écris ce poème-là? C'était par exemple pour la mort, à partir de la mort de ta maman. Oui. Ah oui. Oui. Tu peux prendre une autre par exemple. C'était tout d'abord l'idée vient ou c'est pas. Oui. Ouais. Alors ce sont des surgissements donc qui se proposent comme des fragments au départ. Et on pourrait appeler ça l'inspiration, mais elle n'est pas toujours décrétée. On ne peut pas décider d'être inspiré. Quelque chose en passe par soi, comme un moment de grâce, qui nous donne accès à quelque chose de profond, d'inspirer de plus haut, de plus intérieur, de plus profond. Et à partir de ces fragments, souvent j'ai le titre d'abord, j'ai le titre du recueil, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas un projet, c'est pas un thème. Je n'écris pas à partir d'un thème, avec un thème, pas du tout. Mais j'ai d'abord le titre, et à partir de là, tout le recueil se déroule. Je peux mettre longtemps pour l'écrire quand même, hein. Mais donc ce sont des fragments, et à partir de ces fragments, dans un après-coup, il y a tout le travail d'écriture, et ça c'est vraiment le plus dur. De mise en forme, d'essayer d'atteindre exactement ce que l'on veut dire avec le mot juste, l'expression juste, l'émotion juste. Et comme si dormir, par exemple, c'est pas du tout du côté du pathos, hein. On n'est pas dans le pathos, le larmoiement, l'apitoiement, hein, par rapport à la mort, la disparition, le deuil. C'est essayer de saisir par
le langage, ce qui est insaisissable, et sous une forme qui rend compte au mieux de ce que l'on a voulu dire. Alors après, chacun son style, et chacun sa manière, chacun sa forme, enfin voilà, il n'y a pas de règle en la matière. Et les gens, les poètes, les auteurs qui t'ont inspiré, qui t'ont laissé des traces dans ta poésie, qui t'ont marqué? Oh, alors il y en a plusieurs. Pour ce qui est de m'inspirer et qui m'ont marqué, en premier lieu, c'est Yves Bonnefoy. D'où le nom de ma collection aux éditions Unicité, Le Vrai Lieu, qui est un concept qu'il a développé, qui lui tenait à cœur, le vrai lieu de la parole poétique, le vrai lieu. Et Yves Bonnefoy m'a inspiré dans le sens où on a nos maîtres comme ça, spirituels, intellectuels, et je m'étais dit un jour j'écrirai comme Bonnefoy. C'était ça, c'était vraiment ça. Et puis à mesure, on se rend compte qu'on n'écrira jamais comme. C'est pas possible. On trouve son propre style, sa propre manière. Et voilà. En tout cas, Yves Bonnefoy, il est vraiment au cœur de mon expérience, de la poésie, de mon chemin en poésie. Alors après, Victor Hugo, René Char. René Char beaucoup. Là, René Char, où j'allais essayer de trouver quelque chose pour traduire ce que je ressentais moi-même. Yves Bonnefoy, c'est pas du tout la même démarche. Mais voilà. Il y en a bien d'autres. Hein. J'aurais du mal à les énumérer tous, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? En tant que lecteur, en tant qu'éditrice? D'abord, je pense que la poésie actuelle, contemporaine, est vivante. Quoi qu'on en dise. Parce que on peut se dire, mais que font les poètes? Où sont les poètes? Qu'en est-il aujourd'hui de l'engagement, par exemple, l'engagement du poète dans la société, dans les causes, etc. En tout cas, elle est vivante, elle se déploie, elle se festivalise, elle se répand. Elle est vivante et elle adopte des formes qui sont évolutives, forcément. On n'écrit plus aujourd'hui comme on écrirait, comme on écrivait au XIXe siècle, comme Victor Hugo, non. Elle évolue, elle rend compte oui, elle est vivante, donc elle est en mouvement et en perpétuelle transformation, créativité, innovation. Et on le voit chez les jeunes poètes qui émergent, qui trouvent des formes et des supports aussi qui empruntent aux technologies émergentes, bien sûr, hein, parce qu'il y a des jeunes poètes qui maîtrisent très très bien les nouvelles technologies, qui utilisent les écrans, la vidéo, il y a aussi il y a toute la poésie sonore, qui est une forme aussi de poésie. Voilà. Donc je pense qu'elle est vivante, elle nous surprend, elle nous étonne, elle peut déranger, j'espère qu'elle peut encore déranger. J'espère qu'elle porte encore un message qui dérange pour ouvrir les consciences, éveiller les consciences. Voilà. Donc moi je ne m'inquiète pas du tout pour la poésie. Et elle est comme tous les autres expressions artistiques en évolution permanente. Que ça plaise ou pas. Hein. Parce qu'il y en a qui sont attachés à la forme classique de la poésie, avec les strophes, les vers et tout ça. Bon, enfin ça c'est un autre temps et c'est dépassé, mais voilà. La traduction, surtout traduction poétique. Qu'est-ce que tu en penses? La traduction Bien, ça permet à la poésie de voyager, d'élargir son champ d'impact, c'est pas forcément un joli mot, enfin, ou d'influence. Elle n'est pas toujours... Est-ce que c'est plus difficile de traduire en poésie que dans d'autres domaines, comme la littérature, peut-être, parce qu'il y a peut-être certaines formes qui sont tellement particulières, singulières, originales, qu'une traduction, bien sûr que la traduction c'est toujours une trahison, mais
Et parfois c'est peut-être une impossibilité. Peut-être que certaines formes de poésie sont difficiles à traduire, mais je pense qu'elle est dans la mesure du possible. Et puis surtout, elle permet donc de voyager, de partager. Ouais. C'est essentiel la traduction. Ouais. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui. Oui. Mais les gens, quiconque. Je crois que même s'ils ne le savent pas, oui, c'est une nécessité. Mais ils ont peut-être des mauvais souvenirs, j'allais dire de l'école, quoi, ou de la poésie à l'école, enseignée, dépiautée, analytique, qui les auront éloignés de la poésie. Mais quand on va vers eux, quand on se déplace, quand on est en mouvement, comme des troubadours, hein, qui sont sur la route et qui portent une parole, qui diffusent, qui mettent en scène aussi, pourquoi pas le poème. À ce moment-là, les gens sont tout à fait réceptifs, parce qu'ils sont sensibles à l'intention, sensibles à l'émotion, sensibles au parcours, à ce qu'ils sentent être du parcours, de l'intériorité du poète et du poème. Donc oui, je pense que la poésie, c'est presque... On considère qu'il y a beaucoup de choses poétiques. Hein, c'est l'adjectif, poétique. C'est poétique. Les gens aiment ça, oui. Et est-ce que tu peux parler de ta casquette éditrice aussi? Ta collection, comment tu choisis tes auteurs, comment tu choisis les textes, combien vous imprimez, comment vous distribuez, diffusez? Est-ce qu'il y a une suite post-éditoriale? Est-ce que vous suivez aussi pour ce livre-là, recueil-là, qui devient aussi, c'est comme on dit, votre bébé? Oui, voilà, c'est ça. Oui, alors les éditions, pour ce qui est des éditions Unicité, qui ont maintenant 14 ans, c'est François Mokaer qui a créé cette maison d'édition qui se voulait au départ que de la poésie, et puis il a un petit peu élargi son champ. Le choix je pense, de ma collection et des directeurs de collection chez Unicité, c'est bien sûr qu'il y a une ligne éditoriale, c'est un peu un gros mot, c'est peut-être un peu prétentieux, mais il y a une ligne au sens où, on reçoit des manuscrits, ça se passe comment? Un coup de foudre, un coup de foudre pour l'écriture, on se dit, là, il y a vraiment quelque chose, un message qui est porté, pas un message au sens un message intentionnel, on sent une profondeur, et pour ce qui est du vrai lieu, c'est cette intériorité dont je parlais tout à l'heure, ce que je sens être. C'est peut-être mon influence, l'influence psy, qui est que j'essaye d'entendre dans ce que je lis quelque chose d'une intériorité. Pas simplement le langage qui a l'air de se débarrasser des émotions en les expulsant sous une forme comme ça, spontanée, parfois un peu brutale, parfois originale, et pourquoi pas. Mais je ne suis pas dans cette... personnellement, je ne suis pas dans cette quête-là. Je ne suis pas en quête d'une poésie qui serait juste un exutoire et cathartique. Pas du tout. Alors, c'est une écriture aboutie et qui rend compte de cette intériorité. Alors donc, on reçoit les manuscrits, on lit, on relit, parce que parfois on a une première impression qui n'est pas la bonne. Ça arrive. On peut passer à côté aussi de certaines écritures. On reste humain, quoi. On peut passer à côté, on peut rater des choses. Après, on peut regretter, parce qu'on voit que le poète, il est parti ailleurs. C'est dommage, on aurait bien aimé le retenir, mais on s'est trompé. Et puis ensuite, c'est la rencontre avec l'auteur, avec le poète. Moi, ce que j'aime bien, c'est discuter, un peu comme on ferait là, discuter avec le poète pour m'imprégner de sa parole, de son univers. Et alors parfois ça peut se faire, parfois non, parce que le poète est loin, c'est pas si facile, enfin on trouve les moyens de communiquer quand même.
Et à partir de là, alors le directeur de collection a carte blanche. C'est-à-dire que François Moquer nous permet cette liberté, vraiment, hein, de choisir. On a cette liberté du choix. On lui soumet le recueil, et ensuite le recueil suit toute je dirais la fabrication, enfin, parce que vous parliez de comment ensuite Le petit procès éditorial, par oui, exemple. voilà, donc ensuite Tu participes au festival. on fait participer les auteurs à des événements, voilà, on peut faire des lectures de sortie du livre, et puis on essaye on s'attend à ce que l'auteur s'engage, qu'il s'engage du moins dans le fait de porter son livre, hein, d'être engagé dans la poésie et dans le fait de diffuser aussi lui, c'est-à-dire de lire, de faire en sorte que son livre reste vivant. Donc il y a beaucoup de poètes confirmés déjà, hein, dans un certain nombre de collections chez Unicité, où les poètes sont déjà engagés, ont quelque chose à dire, à faire dans la cité, parce que le poète a été exclu de la cité il y a bien longtemps par les philosophes. Bon, c'est une autre histoire, mais bon, le poète doit être là, dans la cité, et puis parler, et que ce soit, oui, c'est pas de l'art-thérapie. Enfin, j'ai rien contre l'art-thérapie, mais c'est vraiment une démarche où on s'avance, on est en mouvement vers, parce qu'on a quelque chose à dire, parce qu'on on a ce don, cette grâce de pouvoir traduire, dire à la place de ceux qui ne peuvent pas le faire. Hein, voilà. Voilà, pour la distribution, alors ensuite pour le... Voilà, c'est ça. Et donc concrètement, hein, donc, il y a un contrat, un diffuseur, voilà. C'est, en l'occurrence, ces éditions Unicité, ce sont des éditions à compte d'éditeurs. Hein, voilà. Et combien d'exemplaires vous imprimez dans votre édition? Souvent ça change d'un livre à l'autre livre aussi, probablement. Ah oui, alors il y a des collections où le... Dans ta collection? Ah, alors dans la mienne, dans la mienne, alors moi j'ai pas ici de... Enfin, c'est la même... c'est la même présentation, on va dire. La charte, c'est pour le vrai lieu, c'est une couverture écrue, donc la plus sobre qui soit. Très très simple, toujours la même chose, écrue, conquérant, enfin voilà, écrue, avec une certaine texture, voilà. C'est toujours, il n'y a pas de... Jusqu'à maintenant, je ne voulais même pas de dessin, d'illustration, pas d'image. Ça, c'est le côté iconoclaste, hein, pas d'image. Mais bon, les œuvres des artistes peintres ne sont pas des images, hein, au sens évidemment. Mais donc je suis venue petit à petit, et selon, mais de manière parcimonieuse, à l'illustration, enfin au fait de mettre un dessin d'un artiste plasticien ou sur la couverture, ou certains recueils qui sont accompagnés par des peintures, des encres ou des dessins. Et c'est comme on dit, c'est les quantités des exemplaires. Comment vous faites? 50 exemplaires, 100 exemplaires, 300 exemplaires? Ça change par rapport à l'auteur ou c'est... Vous faites par commande? Oui, ça change si c'est un auteur avec un recueil d'individuel, une anthologie ou un livre d'artiste. Là, je ne pourrais pas m'engager pour l'éditeur parce que je sais qu'il y a c'est pas le même format, c'est pas la même quantité d'impression. Pour un recueil, c'est entre 150 et 200, avec un retirage possible. Si jamais le recueil se vend, a besoin d'être retiré, Tu fréquentes le marché de la poésie et le festival de poésie de Sète depuis. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions en tant qu'auteur, en tant qu'éditrice? Ce sont à chaque fois des retrouvailles avec les auteurs et les poètes et les éditeurs.
Donc c'est formidable de pouvoir se retrouver tous ensemble dans une unité de lieu comme ça. Parce que pendant l'année, on est tous amenés à être par monts et par mots. On se rencontre, hein, donc on se retrouve. Il y a des échanges, il se passe toujours quelque chose, aussi bien au marché de la poésie qu'au festival Voix vive en Méditerranée. Il se passe toujours quelque chose, des rencontres, des échanges, des projets naissent que l'on n'avait pas en arrivant. Comme quoi c'est vraiment un art vivant où il y a des flux et des reflux, des choses qui circulent, qui se créent de manière tout à fait inattendue, quoi. C'est la poésie même, quoi. C'est l'art même. Ouais. Et le festival, oui, j'y étais invitée, quoi. Et là c'est extraordinaire. Parce qu'on rencontre le public. Le public vient. Il y a une demande, il y a une envie, il y a un désir d'écoute. Et ça, c'est là qu'on se dit on a quelque chose à faire. La poésie a quelque chose à faire dans le monde. Voilà. Et le marché de la poésie aussi. Alors, le festival Voix vive en Méditerranée, il y a des lieux, oui, parce qu'il y a beaucoup de lieux dans la ville où les rencontres se font, dans des lieux même parfois intimes. Et ça, c'est formidable, de rencontrer les gens dans l'intimité, donc dans une forme de silence pour accueillir la parole. Voilà. Le marché de la poésie, c'est autre chose. Il y a moins de diffusion dans la ville, dans des lieux où on pourrait se retrouver à cette occasion, quoi. La place des femmes dans la poésie, est-ce que c'est, comme on dit, c'est changé depuis ou bien il y a toujours les mêmes contraintes par rapport, comme on dit Les femmes, elles ont leur place. On la leur donne, elles la prennent. Et si je puis me permettre, une remarque un peu personnelle, une femme pour exister, alors mettons en poésie, doit vraiment frapper fort pour se faire remarquer. Et souvent, les femmes en poésie, et ailleurs j'en suis persuadée, prennent beaucoup de risques, formels et donc originales, pour faire passer ce qu'elles ont à dire. Elles sont là, elles sont peut-être alors plus visibles maintenant, plus audibles, on leur laisse beaucoup de place. Oui, oui. Ça, je ne m'inquiète pas non plus pour les femmes en poésie. Merci beaucoup, Laurence. Ah, merci. Donc je peux vous parler du dernier en date qui est dans le tremblement du seuil. Donc suite à une expérience personnelle, enfin de maladie un peu longue, on va dire, où je n'écrivais plus du tout. J'étais pas en état de pouvoir écrire, il faut quand même être un peu en forme. M'est venu ce recueil comme ça, où j'avais des choses à dire, voilà, des colères peut-être, des sentiments, une lutte que j'avais menée et dont je voulais rendre compte, mais pareil, pas du tout en la nommant, pas du tout dans le pathos, c'était simplement voilà, en faire quelque chose, quoi, transformer, sans que ce soit cathartique non plus. Mais voilà. Alors je vais lire un extrait dans le tremblement du seuil. Le temps humain, je le prends pour argent comptant, par les deux ailes que forment tes mains chaudes sur mes paupières. Je ne dis pas qu'elles sont fermées, ni tes mains, ni mes paupières, que mes yeux n'ont pas vu ce qu'ils devaient voir, que j'ai fui ou échoué. Je ne dis pas que le soleil s'est cogné. J'ai cru ce qu'il fallait croire, cil à cil effeuillant le spectre des mémoires, celui des couleurs, les mémoires que l'on tait, trop anciennes et usées, les couleurs que l'on nous donne à boire, les mots dans leur enveloppe que l'on glisse sous la porte du cœur. Ces mots qui tracent une ride comme on forme une phrase, dans la maladresse des premiers âges. Pour ne pas me froisser, à la corbeille, je n'ai rien jeté. Le sommeil m'a plié dans de beaux draps, mais la vie va loin sur le trottoir d'en face. Elle marche longtemps sur les traces du jour. Lèvres qui tremblaient, je n'irai plus par vos quatre chemins. La guerre n'est à personne, elle m'appartient. Les voyages n'y feront rien, les regards bleus non plus, qui insistent quand je m'échappe, comme la mer échappe au point final de la phrase toujours échouée, à se casser un talon sur les pavés disjoints de la vérité qui insiste. À demi-mot, même la grâce n'y peut rien.
enchâssés dans le leurre du verbe, la coupe est pleine au seuil qu'il faut boire. Alors là, il s'agit de « On ne sait pas que les mères meurent ». C'est un récit qui fait suite à Comme si dormir, en fait. Comme si dormir, c'était un peu l'écriture, la poésie sur le vif, avec un travail sur la forme tout à fait particulier. On ne sait pas que les mères meurent, c'est en fait le fond de Comme si dormir. C'est à partir de quoi, ou ce qui reste, c'est plus dans le récit, c'est plus narratif. Et cela regroupe 40 rêves que j'ai faits après la mort de ma mère et que j'ai retranscrits dans l'ordre où je les avais faits, de manière chronologique, en leur donnant une forme poétique, et qui rend compte du deuil. Finalement, c'est une marche, la marche du deuil, que l'on appelle autrement le travail du deuil. Une petite table en un lieu inconnu, peut-être une maison. Assise à cette table, tête penchée, j'attends. L'attente semble être ce pays de la peine. Je suis donc penchée dans la posture du saule muet livrant à la rivière les pleurs qu'elle connaît. Dans la perplexité de l'instant, mes pensées vont aux circonstances de la mort de mère. Une rumination sourde dessine une moue sur mon visage. Mère passe près de moi. Elle est vivante. Elle est jeune. Elle passe, ou plutôt elle glisse. Elle glisse, c'est-à-dire qu'elle fend l'air rendu plus lourd de sa présence énigmatique. Elle a mon âge, là, au moment même du temps où je la perds. Elle passe. On la voit être dans un petit couloir. Elle marche. Elle erre dans les rues d'une ville que le rêve ne nomme pas. Elle marche vers un accomplissement sans issue. Son visage est gris, gris cendré, légèrement violacé sous la pâleur de la peau froide. Elle a le visage exact des photos prises un an auparavant. Le visage qu'un ciel de septembre semble traverser. Je l'enlace, la froideur de sa peau, un étonnement, une peur. Elle cherche son chemin. On peut voir qu'elle le cherche dans mes yeux. L'expression de son regard est un désert reflété, une désolation retenue. C'est très joli déjà le titre. Et puis, À hauteur du trouble, qui là est un recueil autour du désir féminin. Désir féminin. Ah, oui, c'est une question, hein. Il y a désir. L'océan noir. Très intéressant, oui. Perpétuelle et nulle étoile, comme une femme faite de plusieurs alcools, de plusieurs nuits superposées. Sur le chemin des crêtes, elle va parmi les parfums de linge propre et les marelles d'antan. Dos éparpillés, ventre décousu, arraché du rien, du manque, sans mémoire à venir, sans visage réfléchi. Et pour dormir le jour, la douceur inédite d'un sein blanc halluciné. Femme faite de plusieurs alcools, de plusieurs nuits superposées. Quand le temps d'y penser, à peine, seul le poids d'un nuage rassemble le ciel. Des jardins arrondis très bas cueillent notre surprise. C'est dire que le désir est bleu comme ne peut l'être un ciel d'été. La distance entre nos cuisses et la distance d'entre nos cuisses. Première est dilatée, la nuance un aveu, l'aveu un constat. Ce fruit divisé dans la moiteur de nos paumes. La mémoire n'est rien pour le plaisir. Il s'agit moins d'être à la hauteur que d'être la hauteur même où le désir s'empoigne d'une main ferme et printanière. À la cambrure du dos, j'apostrophe, plus d'un silence à rompre. S'il le fallait, je me pendrais à ton air sous tes essences d'ambre et de cyprès. Quelque chose d'un peu plus... Petit à petit, on se dévoile un peu plus. Voilà, première caresse à froid. De l'olive sous le pressoir des dents. Je veux un arbre en solitaire, dira la jeune fille, non sans gêne. N'est pas gagnée la délicate extase qui m'est donnée de te donner. Les dents claquent au goulot, le frisson. Sous la cohue des doigts en faisceau, toutes nos bouches s'ouvrent quand tu te tais, quand de légères et soudaines secousses me sont données de te donner. C'est dire que le désir, c'est être nu avant de l'être. Aïe, aïe, aïe. Encore? Encore. Mordre pour retenir. Le feu, le sel, brutale et concise, ta langue étrangère roule à me pendre. À la seconde ou à la lettre, me fendre ta langue.
mordre contre l'oubli. Le fruit enfoui sous cloche, à l'orient le miel, à savoir m'y noyer. Mort dans les pots, sourd dans les combles et les coulées, l'écluse et la rengaine, toutes savent l'encoche, pour cible une fente, d'aussi près une fleur, un bouquet. Franchir des airs du moment, jouir du moment, que, comprenez, be good. And if you can't be good, cross your legs. And if you can't cross your legs, relax and enjoy it. Note du traducteur, à hauteur du trouble se tient la plus friable démarche. Merci beaucoup, Bon, Laurence. bah merci à vous.